Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Forum d'El Moudjahid. Nous recevons ce matin professeur Abdelwahab Bengounia, chercheur en sciences médicales et chef de service épidémiologique du centre. Oui. Vous travaillez au service. Très bien. Il est au service épidémiologique du centre hospitalier universitaire de Mustafa Bacha. Il n'est plus chef de service. Il est toutefois observateur. Oui, allez-y, corrigez-moi. Jeudi, ceux qui ont pris l'annonce du Moudjahid du jeudi, ils ont mis professeur chef de service. Oui. Et je les ai contactés le soir. On n'a pas corrigé. On n'a pas corrigé. Parce que je n'ai jamais de ma vie été chef de service. Ah bon? Ah, j'ai toujours été intérimaire. Intérimaire, d'accord. Je suis le seul en Algérie qui n'a jamais été autorisé à passer le concours. C'est-à-dire que tu es interdit pendant que j'étais professeur agrégé en 92. D'accord. Comme ça, il n'y aura pas de lapsus avec le ministère de la Santé. Très bien, vous n'êtes pas chef de service. Vous êtes toutefois, professeur Bengounia, observateur attentif à la santé publique pendant des années. Vous l'êtes? Je crois. Très bien. Nous allons donc, notre invité va nous éclairer sur l'évolution de cette épidémie du coronavirus. Il va aussi nous donner son avis sur les dispositifs pris par les autorités contre ce virus. Je vous donne la parole, professeur Bengounia. L'OMS décrète l'urgence internationale contre le virus. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste, c'est quoi ce virus? Eh bien, scientifiquement, c'est un virus à ARN enveloppé. On avait eu en 2003 le SRAS. En 2009, on avait eu le MERS, c'est-à-dire le virus, le coronavirus du Moyen-Orient. Et puis cette année, à la fin de l'année 2019, les Chinois ont diagnostiqué un autre virus. C'est pour cela qu'ils l'ont appelé le nouveau coronavirus. Et ils l'ont baptisé 2019 nCoV. C'est un virus qui a ses propriétés. Il n'est pas plus sévère que les autres. Il n'est pas également moins méchant. C'est un virus qui est néanmoins mortel. Je vais vous détailler tout à l'heure. Oui. Vous faites passer les diapos, s'il vous plaît. Allez-y. On va passer les diapos pour expliquer un peu plus. L'expérience, elle mérite d'être menée. Et la longévité de l'homme, elle est importante. Ce que l'homme possède de plus précieux, c'est sa vie. Et elle ne lui est offerte que 7 fois. Et donc, il faut tout faire pour la préserver. Et ça serait malheureux qu'on rencontre par malchance un virus comme le coronavirus ou autre, et qu'on passe de l'autre côté. J'ai insisté pour présenter cette conférence pour la simple raison que nous sommes dans un pays où l'on vit ce qu'on appelle une inversion des données sélectives. C'est-à-dire tout marche à l'envers. Et pour faire attention à ce qui se passe dans notre pays, on préfère faire autre chose. En 1980,
les Américains se sont rendus compte qu'il y avait une surconsommation de médicaments aux USA. Et ils ont dit qu'il y a quelque chose qui se passe chez eux. Parce qu'ils ont un moyen de se rendre compte de la moindre modification de l'état de santé de leur population, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est pour cela qu'au lieu de parler uniquement du coronavirus, j'ai préféré parler aussi de l'INVS, de l'Institut de veille sanitaire, comment on va se préparer à accueillir le coronavirus ainsi que toute autre pathologie, que ce soit des virus ou des bactéries ou même d'autres problèmes de santé. Alors jusqu'au XIXe siècle, l'humanité a connu deux problèmes, la famine et les épidémies. Mais c'était des épidémies vraiment mortelles. La peste, la variole et autres, c'est des millions d'êtres humains qui ont été tués. Et ensuite, il y a eu cette transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'on est passé des maladies transmissibles, des maladies infectieuses, aux maladies non transmissibles. Ce n'est pas la peine de voir tous ces détails. Il y a eu les dérives en Europe où il y a eu un excès de problèmes à cause de l'industrie alimentaire. Et c'est comme ça qu'il y a eu une prolifération des cancers qui était liée en grande partie au mode de vie, au changement de mode de vie, au tabagisme et autres. Pour arriver à cause de ce mode de vie, le changement de vie et l'alimentation surtout, on est arrivé à ce nouveau coronavirus en Chine centrale. Cette belle ville, vous la connaissiez, j'espère, Wuhan. Regardez à la forme, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un virus ARN enveloppé, ça c'est des détails techniques, c'est pas la peine. Mais ça c'est important, je pense que c'est... Regardez ici, la reproduction de base R0. Pour nous, épidémiologistes, on considère cet indicateur comme étant un bon indicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui est infectée par le virus, elle a une probabilité d'infecter tant d'autres virus. Et vous voyez que le nouveau coronavirus ici, il a 1,4 à 5,5, c'est-à-dire chaque personne infectée peut infecter 1,4 à 5,5 en moyenne. Je dis bien en moyenne parce qu'il y a une personne qui ne va pas infecter, d'autres, il y a d'autres qui vont infecter des milliers et d'autres qui ne vont pas infecter, c'est pour cela que c'est la moyenne, Et vous voyez que le nouveau coronavirus, il n'est pas loin du virus de la grippe. C'est pour cela qu'on dit que ce n'est pas plus méchant qu'une grippe, mais encore moins méchant. Regardez ici d'autres virus qui sont beaucoup plus méchants. Regardez Ebola. Il a 1 jusqu'à 4 de reproduction, mais sa létalité, elle va jusqu'à 90. C'est-à-dire que le virus Ebola, il peut tuer jusqu'à 90% des personnes malades. La létalité, c'est parmi les personnes malades, on va voir combien sont décédés. Et regardez que le nou-cov, il n'est pas tellement mortel. Il est mortel, mais il n'est pas très comparé aux autres. Les symptômes. Comment va se présenter cette maladie? Et j'ai été le plus bref possible. Et c'est les symptômes qui sont décrits chez une maladie dont l'histoire naturelle se passe devant nous. C'est-à-dire que ces symptômes, ces chiffres, ne sont pas très exacts. Avec le temps, quand l'épidémie sera terminée, on donnera des chiffres plus exacts. Toujours est-il qu'il faut garder la fièvre et les signes respiratoires tels que la toux,
la sensation d'oppression et ou de douleur thoracique, avec parfois dyspnée, essoufflement, etc. Tout ce qui est respiratoire, et avec de la fièvre, surtout dans un contexte épidémique. Quand il y a un contexte épidémique comme celui que nous vivons aujourd'hui, on doit être inquiet et aller chez le médecin. L'incubation. La durée d'incubation semble être de l'ordre de 7 jours, mais elle peut aller jusqu'à 14. Vous savez, en médecine, on parle de cette variabilité biologique. C'est-à-dire que tous les phénomènes et tous les chiffres que vous avez, c'est 95% de la réalité, de ce qui existe. Mais il y a 5% qui restent en dehors de cet intervalle de confiance, qui seront normaux, mais qui auront d'autres normes. Par exemple, si vous allez chez le médecin, il vous fait votre glycémie, il vous dit que vous avez 1 gramme. Ce 1 gramme, il rentre dans la norme de ce laboratoire qui vous dira c'est entre 0,6 et 1,10. Mais il y aura des personnes avec une glycémie de moins 0,6 ou de plus de 1,10 qui ne seront pas diabétiques ou hyperglycémiques, mais c'est leur norme personnelle. C'est pour cela qu'il faut toujours prendre avec des pincettes les chiffres donnés. Les décès. Et c'est pour cela que l'incubation, pourquoi les gens qui reviennent, on les garde 14 jours, c'est le maximum, c'est pratiquement le double de l'incubation. C'est clair? Les décès. Évidemment, dans tous les cas, il y a de temps en temps des personnes fragiles, des personnes qui sont âgées, des personnes aux âges extrêmes de la vie, c'est-à-dire ou bien les tout petits ou les vieillards et autres, ainsi que les malades chroniques qui peuvent faire une insuffisance rénale ou une défaillance viscérale ou un syndrome de détresse respiratoire et évidemment perdre leur vie. Qu'en est-il de la veille sanitaire en Algérie? J'ai essayé d'aller très très vite parce que je vais laisser ce chapitre à vos soins et à vos questions. Comme ça, quand on répondra à les questions, on terminera cette partie de la symptomatologie et des problèmes qui vous inquiètent. Qu'en est-il de la veille sanitaire en Algérie? C'est quoi un institut national de veille sanitaire? C'est un établissement public de santé doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et technique, placé sous la tutelle du chef du gouvernement. Le problème qui s'est posé, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure qu'on est un peu dans un pays où les normes sont inversées. Ça fait 20 années que je demande cet institut. Et personnellement, mes écrits, j'ai commencé à écrire à partir de 1990, et comme par hasard, c'est ici à El Moujed que j'ai fait mon premier article, il y a presque 30 ans maintenant. Je n'ai pas accepté l'anomalie. Et c'est pour cela que mes confrères, ils m'en veulent, à chaque fois, je leur dis que le drame de l'Algérie, c'est le mutisme complice de l'élite intellectuelle. Nous, en tant qu'intellectuels, on a toujours tendance à dire que c'est les décideurs, que c'est les pouvoirs publics, etc. Non. Parce que l'intellectuel, dans toutes les sociétés du monde, c'est la locomotive de la société. C'est nous qui devons guider la société. On doit lui montrer que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et ils sont libres de choisir. Mais nous, on n'est pas arrivé à ça, malheureusement. Alors, pourquoi un INVS, un Institut national de veille sanitaire? C'est la gravité de la situation sanitaire, l'absence des moyens d'orientation de la politique nationale de santé et la démocratisation mondiale du concept de santé. Vous savez, sur le plan international, maintenant, les gens, ils ont compris qu'ils ne vivent qu'une seule fois, et la démocratie, si elle
s'avère nécessaire dans les autres domaines, elle est indispensable en matière de santé. Et puis, il y a le principe d'égalité des citoyens. On ne peut pas aujourd'hui, si quelqu'un est infecté et qu'il n'a pas les moyens, ne pas le soigner. Les textes officiels, ils existent. La loi numéro du 25 décembre 2004, c'est-à-dire les risques majeurs qui existent depuis 2004, malheureusement, ils n'ont rien servi à rien. La décision ministérielle 121 du 31 octobre 2001, et comme par hasard, c'est moi qui étais responsable dans cette j'ai été chargé par cette circulaire d'installer les sites de veille et de surveillance épidémiologique au niveau national. Quelles sont les missions de l'INVS? C'est-à-dire effectuer la surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la population, en s'appuyant notamment sur ses correspondants, etc. Détecter précocement tout événement. Je vais aller un peu vite parce que c'est surtout des trucs techniques. Alors, alerter les pouvoirs publics en cas de menace, etc., quelle qu'en soit l'origine, et leur recommander toute mesure ou action appropriée. Assurer toute action de veille sanitaire, identifier la cause d'une modification de l'état de santé de la population, notamment en situation d'urgence. Je vous ai dit tout à l'heure, aux USA, avant de découvrir le virus du sida, ils s'étaient rendus compte que l'immunité de leur population, le taux de protection, ça avait diminué. Et qu'il y avait chaque année une surconsommation de médicaments. Et ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi il y a eu? Et ce n'est que 2 années plus tard, en 1983, que le virus du sida a été identifié. Il a été identifié en France. Et d'ailleurs, ça avait créé une grande polémique entre la France et les USA. Parce que, en France, Luc Montagnier, qui avait mis en évidence le virus, il voulait avoir des droits sur ce virus. Les Américains lui disent non. L'équipe de Robert Gallo lui ont dit il n'est pas question parce que nous on travaille sur ce virus depuis 2001. C'est-à-dire c'est bien avant, si bien que finalement on a partagé la poire en deux. Vous savez, dans la vie, la force crée le droit et le protège. Ils ont été obligés. Si c'était un autre pays, la découverte ne serait pas partagée. Mais quand même, maintenant, on l'a partagée entre les deux pays. Et une chose importante, il y avait un directeur du programme national américain sur la lutte sur le sida qui s'appelle... je n'ai plus en tête le nom. Il était directeur du programme américain, je vous le dirai tout à l'heure. Il a travaillé pendant 3 années pour découvrir un vaccin, pour mettre au point. Si bien qu'en 2006, il fait la déclaration, il leur dit « Je m'étonnerai toujours que d'ici la fin du siècle, on puisse trouver un vaccin contre ce virus. » Et vous comprenez ce qu'il voulait dire? Parce qu'il y avait des hypothèses, que comme quoi le sida, il était dû à une malédiction. C'est-à-dire la théorie de la malédiction. L'ana, c'est elle qui l'avait emmené à tenir ses propos. Malheureusement, il est décédé dans un crash d'avion en 1987, et jusqu'à présent, le traitement ni le vaccin du sida n'existe encore. Il y a des recherches, mais ça s'arrête là. Participer à la mise en place, etc., effectuer dans le domaine des études, des recherches, etc., établir chaque année un rapport
qui comporte d'une part la synthèse des données de veille sanitaire, d'autre part l'ensemble des propositions et recommandations. L'INVS met en disposition du ministre de la Santé des informations issues de la surveillance et de l'observation de la santé de la population, l'élaboration de conduite de la politique nationale de santé. La veille sanitaire locale permettra de publier chaque semaine un bulletin comprenant 1541 bulletins hebdomadaires sur la situation hebdomadaire nationale, ce qui est extrêmement important. Ça, c'est de la théorie. Les sources d'information, c'est la surveillance et les surveillances épidémiologiques humaines, animales, microbiennes, les vigilances environnementales, les statistiques sanitaires, les publications scientifiques, la littérature, les informations médiatiques, et je l'ai souligné, parce que c'est très important pour la surveillance épidémiologique d'avoir l'information. Et même les rumeurs, parce que normalement, quand on observe quelque chose, même quand j'ouvre un journal, que je lis quelque chose, pour moi, c'est une hypothèse. Et l'hypothèse, c'est une tentative d'expliquer une situation. Elle est admise provisoirement, mais elle doit être vérifiée. Et c'est là que rentre le rôle du scientifique. Les services de l'État, etc., les informations comment qu'elles doivent circuler, ça c'est du technique. Je vous en épargne. Qu'en est-il en pratique? En pratique, ça c'était le 27 janvier. J'étais ici le 27 janvier sur ce plateau et j'avais parlé de l'Institut national de veille sanitaire pour la énième fois. Parce que j'avais commencé en 2001 et nous étions en 2015 il n'y avait rien du tout. Et j'ai insisté au point que le lendemain, la presse nationale, il y avait plus de 20 articles. Uniquement dans les journaux, il y avait des chaînes de télévision, de la radio, etc. Ils en parlaient. Le ministère de la Santé, il a reçu un coup de fil d'en haut. Le sommant de créer l'Institut national de veille sanitaire. Je me suis dit, tant mieux, c'est une bonne chose. La semaine même, on reçoit l'information que quoi, le ministère organise à l'hôtel Marsa un séminaire pour les professeurs d'épidémiologie pour parler de l'Institut national de veille sanitaire. Malheureusement pour moi, manque de bol, puisque je n'avais pas été invité, c'était évident. Je suis parti du côté de Bourj el-Bahri à Intaya, parce qu'il y a une école là, l'école de santé publique. Finalement, il n'y avait rien du tout. Je suis revenu sur Sidi Fraj, c'était là que ça se passait, à l'hôtel du port. Je suis rentré dans une salle. Et avant l'entrée, il y a un professeur qui vient et me dit, écoute, ne fais pas, ne fais rien, ne te dispute pas avec le ministère, ça y est, ça fait des années que ça... De toute façon, le secrétaire général du ministère, il vient d'annoncer la création de l'Institut national de veille sanitaire. Je suis rentré, je suis resté là, dans la salle, et je vois le drapeau de l'Union européenne. Il y avait un représentant de l'Union européenne, c'était un Allemand, le docteur Christopher. Il était venu pour faire une conférence. Dès qu'il a commencé, il aurait dit écoutez, moi j'ai cherché dans Google, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses concernant la veille sanitaire. Et moi, je suis venu en Algérie pour parler des indicateurs de santé. Et c'est vos responsables qui sont venus à l'hôtel Jazair, pour me dire vous allez parler aussi de ça. Et c'est pour cela que les banderoles ont été modifiées. Ils ont ajouté veille sanitaire, indicateur de santé et veille sanitaire. Ça, c'est pas grave. Mais quand j'étais dans la salle, quand il y a eu les débats,
J'ai demandé la parole. On me l'a refusé plusieurs fois. Et ensuite, quand j'ai insisté, monsieur le DG de la prévention, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoutez, monsieur Bengunia, vous n'avez pas été invité. Écoutez, je suis professeur et il y a même des gens qui ne sont même pas du métier, même pas médecins, ils sont dans cette salle. Vous êtes là comme observateur. Vous n'avez pas le droit à la parole. Je me suis levé, j'ai pris le micro, je l'ai arraché sur le podium, j'ai fait un speech sur la veille sanitaire en Algérie. Je leur ai dit, c'est le tendon d'Achille de l'Algérie. On ne sait pas ce qui se passe. Regardez combien de problèmes de santé on a vécu. Combien il y a eu de centaines, pour ne pas dire de décès par rougeole. Et ça passe. Des fois, c'est le choléra. Des fois, c'est le paludisme. Des fois, mais on n'a pas quelque chose pour prévenir, pour faire un travail sérieux. Et je leur ai dit, même mes droits, moi je m'en fous royalement. Je n'ai pas besoin que vous dites que c'est l'idée de X ou de Y. Ce n'est pas mon idée, c'est la vôtre. Mais créez un organisme qui sera utile pour l'Algérie. Il se sont tus. Ensuite, il vient le directeur, et pourtant c'est tous des amis. Il m'a dit, écoutez, vous êtes un ami, vous avez le droit de venir, etc. Mais en fin de journée, on me signifie que le lendemain, tu ne vas pas venir. Il ne faut pas venir. Bon, le lendemain, j'ai repris la route, mais je me suis disputé à l'entrée. Il y avait des gens, par force, ils m'ont dit non, vous ne rentrerez pas dans la salle. J'ai été empêché. Bon, j'ai accepté ça. 3 années après ça, c'était en 2015. J'étais venu ici pour demander qu'en est-il de l'INVS, parce qu'il y avait le problème du SRAS. Ils m'ont dit, nous, on va faire un plan. C'était un plan. Vous savez, au ministère de la Santé, nous avons une grande salle, et je pense que vous la connaissiez, pour faire des conférences, etc. Il n'y a pas de problème. Je suis venu à Al-Moujahid parce que moi, je n'avais pas les moyens de faire une conférence. Mais le ministère savait. Je suis venu ici le 27 janvier, le 1er février, 3 jours plus tard. Il est venu, il a présenté la situation, il leur a dit, on fait un plan. C'est-à-dire qu'ils sont revenus sur leurs décisions. Aujourd'hui, quand on me demande de parler du ministère, je ne veux même plus parler de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'ils ne sont pas en train de faire, parce qu'ils font leur conférence de presse, ils vous ont parlé et ils vous ont dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais le résultat, c'est après. Le résultat, c'est après qu'on va voir s'ils ont pris de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Mais je ne crois pas qu'ils aient pris de bonnes. On va en parler, justement. On va en parler lors du débat. D'accord. Attendez, ça ne veut plus avancer. Ça veut s'arrêter ici. Attendez. Évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'épidémies qui ont constitué un problème. Je citerai le paludisme, je vous citerai Ebola qui est arrivé jusqu'au Mali, je citerai les pandémies grippales. Vous savez, la grippe, quand on se dit toujours que la grippe, on a peur de la grippe, effectivement, la grippe, c'est une maladie grave et bénigne. Elle est bénigne et grave en même temps. La grippe espagnole en 1919, elle aurait fait plus de morts que la Première Guerre mondiale. Et comme par hasard, les premiers qui ont fait des recherches sérieuses sur le virus grippal, c'est évidemment l'armée américaine. C'est l'armée américaine qui a fait les premières recherches concernant le virus de la grippe. Évidemment,
protéger les Américains peut-être, mais surtout à des fins de guerre biologique. Ils avaient fait des travaux, des recherches à partir de 1930. Et la dernière fois, quand il y avait les problèmes de grippe, j'ai vu dans la presse, des fois ils disent que c'est un virus nouveau, c'était le virus porcin, etc. Ça, c'est les années 2010, 2002, 2010, ils disaient que c'était un virus nouveau. Alors que si vous prenez les archives, vous trouverez que l'armée américaine avait introduit la souche porcine en 1951. C'est-à-dire il y a 70 ans qu'elle utilisait. Et elle connaissait cette souche, et elle l'a mise dans son vaccin. Et la grippe, évidemment, il faut se vacciner quand on a... Mais malheureusement pour nous, comme il n'y a pas de veille sanitaire, comme il n'y a pas un institut qui est sérieux, qui pourrait faire le travail, en 2009, quand il y a eu la grippe, on avait acheté 700 000 doses de Tamiflu, c'est un antiviral, et 20 millions de doses de vaccins antigrippales qui ont été jetées malheureusement. On ne les a pas utilisées. Et quand on les critique sur le plan scientifique, c'est des pertes énormes. Ils se comparent, et même la France, elle a fait... Mais je leur ai dit, la France, elle peut faire ça, elle peut se permettre. Elle a son marché, elle a acheté en trop, elle peut les revendre. Mais vous, à qui vous allez les revendre? C'est ça le problème. À chaque fois, on se retrouve dans ces délais. Là, c'est la pression artérielle. Et évidemment, quand vous voyez la carte de l'Algérie, que je ne vous montrerai pas parce que vous la connaissez, on est entouré par des pays qui sont infectés. Il y a la lèpre, il y a le paludisme. Au Niger, c'est plus de 2 millions. Le Mali, 3 millions de personnes qui font un paludisme annuel. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de paludisme? Et avec ces frontières perméables, regardez, le Mali, les pathologies qu'il y a, regardez, la lèpre, 228 cas au Mali, au Niger, et même 38 cas au Maroc. Il y avait 4 cas en Libye. Mais regardez le paludisme, au Niger, c'est 3 500 000 personnes. Et on voit actuellement chez nous un relâchement des activités préventives. C'est-à-dire qu'on doit faire de la surveillance épidémiologique. On va surveiller si l'infection ne risque pas de reprendre, ce qui est quand même hypothétique, parce qu'il y a un risque de réintroduction du paludisme. Ça, c'est pour l'importation. Les besoins, c'était énorme. Et en 2015, justement, on avait parlé du gaz de schiste. J'ai donné mon avis dès 1915, dès 2015, et j'étais contre. J'étais pour le développement de l'agriculture à la place de... Parce qu'en 2015, on nous disait qu'on allait on allait investir plus de 76 milliards de dollars pour l'extraction du gaz de schiste. Et pour moi, c'était une catastrophe. Comment? Gaz de schiste, hein? S'il y avait un institut national de veille sanitaire, il y aurait des spécialistes. Parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, la composition de l'Institut national de veille sanitaire, l'INVS, ça sera des experts dans tous les domaines, y compris dans la communication. Ce n'est pas uniquement des scientifiques, il y a des sociologues, des économistes, des chimistes, des géophysiciens, des physiciens, des médecins, des pharmaciens, etc. C'est la théorie du prisme.
personne ne peut voir en même temps les trois faces du prisme. Même si c'est un génie, il ne peut pas les voir. La réflexion du groupe, elle est toujours supérieure à la réflexion individuelle. C'est clair. Nous, quand on a dit un institut de veille sanitaire, il va protéger notre santé. Parce que finalement, la personne qui perd sa vie, c'est la fin du monde pour elle. Parce qu'il y a certains responsables zélés qui te disent, ouais, et puis s'il y a eu quelqu'un décédé par grippe, et alors? Je veux dire, c'est la fin du monde pour lui. S'il part, c'est vraiment la fin du monde, c'est pas... Mais nous, on a toujours sous-estimé. Par contre, cette fois-ci, j'ai été agréablement surpris par les Algériens qui ont été rapatriés hier de Wuhan. Ils ont été amenés de Chine. Et comme on est généreux, on a ramené même des Tunisiens, des Libyens et des Mauritaniens avec nous. C'est une bonne chose. Et cela veut dire que si on ramène nos concitoyens, cela veut dire que l'Algérie, elle est dans le sens positif. J'espère que ça va continuer. Est-ce que c'est une décision qui va durer? Est-ce que c'est un rapport de pression éphémère? Ça ne nous concerne pas, professeur. On va peut-être débattre. On va commencer à débattre si vous avez terminé. Non, on va encore voir. Bon, le système du système national de santé, il a été malmené. Vous le connaissez, et madame, elle est pressée. Non, je ne suis pas pressée. C'est pour permettre le débat et pour nous axer sur le virus, professeur. Voilà. Pour nous concentrer sur le virus. Je vais vous terminer. D'accord. Je vais vous terminer par ça. Un financement croissant pour une santé décroissante. Regardez, en 2002, on importait pour 500 millions de dollars de produits pharmaceutiques. En 10 années, ça a été multiplié par 4. Si on avait un institut national de veille sanitaire, il aurait demandé est-ce que la population algérienne elle a été multipliée par 4 en 10 années, ou bien qu'on a été plus malade 4 fois, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'autres choses à montrer, mais comme si vous voulez qu'on arrête ici, on arrête. Merci. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Rien. Merci à vous. Parce que d'habitude, dans 15 minutes, on est en train de... Allez. J'ai pris combien? Vous avez pris 40 minutes. On a commencé à 20, il est 11 heures. Bien, merci à vous, professeur. Donc, ce qu'on a retenu de votre intervention, c'est que vous insistez à la mise en place d'une veille sanitaire qui n'existe pas. Est-ce que cela veut dire qu'il existe aujourd'hui, en l'absence de cette veille sanitaire, est-ce que vous voulez dire qu'il existe aujourd'hui des failles dans le système de prévention qui ne nous permettraient pas de faire face à ce virus aujourd'hui? Est-ce qu'en l'absence de cette veille sanitaire, la prévention qui existe ne suffirait pas? Vous savez, tout travail est perfectible. Absolument. Les mesures prises par le ministère de la Santé, c'est des mesures qui existent dans le monde entier. C'est-à-dire, le ministère de la Santé, il est en train de calquer ce qui existe et ce qui est fait, même ailleurs. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont tout fait. Parce que s'ils avaient tout fait, on ne serait pas là où on est sur le plan de la situation épidémiologique nationale. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise que ça ne va pas. Et j'ai toujours dit que le drame de l'Algérie, c'est l'autosuffisance. Mais la réalité, vous la connaissez mieux que moi. Allez-y uniquement ici à Mustapha, c'est à quelques pas, visitez les services, vous allez voir. C'est ça. Bien, par rapport à la coronavirus, oui. Professeur,
est-ce que les mesures qui ont été prises, même si elles sont calquées, est-ce que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant peuvent nous éviter d'avoir une épidémie chez nous? Non. Ça ne suffit pas. Je suis catégorique. D'accord. Aucun pays au monde ne peut interdire à un virus de rentrer chez lui. Je vous rappelle qu'en 2014, au Libéria, c'était une anecdote. Ils ont déclaré l'état d'urgence. L'armée, elle est sortie dans les rues. Je leur ai dit, cette armée, elle est sortie pour arrêter le virus ou quoi? Et eux, l'armée, elle est sortie pour éviter l'exode. Il y avait plus d'1 million de personnes qui ont quitté leur domicile pour aller ailleurs, de peur d'Ebola. Mais pour Ebola, ça s'explique. Je vous ai montré tout à l'heure la létalité, c'est-à-dire le taux de mort parmi les malades, c'est de 50 jusqu'à 90%. C'est-à-dire pratiquement, c'est un virus qui peut être mortel 9 fois sur 10. Mais chez nous, ce que nous disons, mais on a le passage. Les populations africaines qui viennent du Sud, c'est normal, c'est un réservoir de virus. L'Afrique, c'est le centre pour les maladies infectieuses. Elle représente une référence. Et là, le passage, c'est pratiquement plus de... En 2000, j'étais à Tamarasset. Oui. Il y avait le commissaire de la wilaya. On était en train de faire l'enquête. Il connaissait les gens qui avaient le sida porte par porte. Il me dit, là, il y a un cas, là, il y a deux, là, etc. Il les connaissait très, très bien. Et il m'a dit que chaque semaine, et retenez bien que c'est des statistiques de 2000, il m'a dit chaque semaine, il y a un flux de plus de 400 personnes par semaine qui passent par Tamarasset, qui nous disent qu'il faut nous donner à manger, sinon on va vous griffer ou vous transmettre le sida. Maintenant, est-ce qu'on est bien protégé? L'année dernière, il y a eu également le choléra. Et puis, à chaque fois qu'il y a un problème de santé, les autorités viennent nous dire « ceci, ça ne va pas, ceci, ça va, etc. » alors que tout est faux. Là, j'ai eu de graves problèmes avec eux pour le choléra, parce que moi, j'ai dit carrément, le choléra, il y a un réservoir qui est venu, il l'a ramené, etc. Et l'erreur du ministère, c'est que le ministère de la Santé, il avait déclaré le choléra le 23 août. Le 23 août, alors que le diagnostic a été fait le 7. C'est-à-dire 15 jours auparavant. 15 jours auparavant, alors que c'est une maladie qu'il faut déclarer rapidement, immédiatement. Et le mortel, le choléra, la preuve, c'est qu'il y a eu des décès. Mais si on avait déclaré, si on avait une veille sanitaire sérieuse, on aurait déclaré avant et pris les mesures nécessaires et on n'aurait pas eu de déplorer de décès. Bien. Donc c'est cette absence de veille sanitaire qui rend fragile notre système de prévention. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est une question de politique de santé. J'ai toujours dit que la politique de santé, elle est à revoir. Il n'y a pas un seul ministre. Aujourd'hui, on s'approche d'une trentaine de ministres de la santé, depuis l'indépendance à ce jour. Une trentaine de ministres qui sont passés. Mais personne ne peut répondre à la question quel est le système algérien, quelle est sa politique? Est-ce que c'est une politique préventive ou curative? Et d'ailleurs, quand on parle de politique de santé, on doit obligatoirement répondre à la question quelle est la place de la prévention dans le système de santé? Pourquoi les gens ailleurs, ils ont diminué aussi bien les maladies transmissibles que non transmissibles, quand je parle de veille sanitaire? Vous savez, les Américains, entre 1988 et 2010, c'est-à-dire en 30 ans, ils ont fait une enquête prospective. C'est-à-dire ils ont suivi des gens, des milliers d'Américains, ils les ont suivis pour ce qui concerne l'hypertension
tension artérielle et ses répercussions cardiovasculaires et cérébrales. Ils sont arrivés à faire diminuer les facteurs de risque parce que pour ce qui est de la tension artérielle, hormis l'hérédité et le sexe, tous les autres facteurs sont contrôlables. L'hypercholestérolémie, le diabète, les triglycérides, etc. Tout ça, il suffit de faire un régime. La sédentarité, qui est également un élément important, et grâce à ça, ils ont fait diminuer la moyenne de la tension artérielle chez une population de plus de 300 millions d'habitants, de 8 mm de mercure pour l'homme et 7 mm pour la femme. Et avec ça, ils ont réussi à faire gagner à l'Amérique des centaines de milliards de dollars, parce qu'ils ont diminué l'insuffisance rénale, les AVC et tout ce qui s'ensuit. Merci, professeur. Je vais juste insister avec vous, on va rester sur le coronavirus, s'il vous plaît. Pour ne pas s'étaler, pour ne pas se perdre un petit peu. Oui, allez-y, madame. On va ouvrir les débats avec les confrères journalistes. Allez-y, madame. Moi, j'ai écouté une de l'expression. Oui. J'ai deux questions. La première, vous dites que les mécanismes mis en place ne sont pas efficaces. Voilà. La première question, vous dites que les mécanismes mis en place ne sont pas efficaces et partout dans le monde, finalement, vous le dites vous-même, on ne peut pas contrôler ce virus. Donc est-ce que le monde est face à un échec, comme ça a été prédit dans beaucoup de films hollywoodiens, le scénario catastrophique, on attend et on va tous mourir? Donc est-ce que vous pouvez expliquer quand vous dites qu'on ne peut pas contrôler un virus, notamment celui-ci? Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous avez ce dont vous avez été témoin à Tamanrasset. Je vous signale juste que c'est du racisme et du racisme à un degré pas possible et insupportable. Parce qu'on est dans un continent. Oui, le sida existe dans notre continent. Nous savons tous pourquoi le sida existe sur notre continent. Mais de là à dire qu'il y a des gens qui arrivent des frontières et menacent les Algériens de les griffer et de leur transmettre le sida, je pense que c'est gravissime. Nous sommes en train d'essayer de construire une nation, nous sommes en train d'essayer de construire un continent. Ce genre de réflexion de la part d'un épidémiologiste, d'un médecin, d'un intellectuel renforce la séparation de notre continent. C'est juste une remarque. Merci. Je peux vous répondre? À la question. Je réponds à votre question. Oui, à la question. À la première question. La deuxième, ce n'était pas une question. Voulez-vous répondre à la première question, s'il vous plaît? Laquelle la première question? Laquelle la première question? Les mécanismes mis en place actuellement ne sont pas suffisants. La dame, elle a posé une question et elle a enchaîné sur une autre. Donc, je vais lui répondre. Premièrement, je n'ai pas dit que les mécanismes ne sont pas efficaces. J'ai dit que l'introduction d'un virus, on ne peut pas la contrôler. Et la preuve, c'est qu'il y a des cas en Europe. L'Allemagne, qui sont des gens très très sérieux. Les Français. Il y a plus de 20 pays actuellement où le virus il est rentré. Tout ce que nous pouvons contrôler par les caméras thermiques, c'est la présence de fièvre chez un individu. Et la fièvre, elle peut être due au coronavirus comme à autre chose. Mais quand je vous dis que ça ne sert à rien, et vous avez dramatisé, madame, je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qui ne sert à rien, professeur? Qu'est-ce qui ne sert à rien, professeur, s'il vous plaît? Pardon? Qu'est-ce qui ne sert à rien? Bon, l'introduction du virus, personne ne peut le contrôler. Bien sûr. Mais est-ce que les mesures mises en place actuellement, aujourd'hui... C'est les mesures internationales. C'est pas pour l'introduction, c'est pour gérer la maladie si elle rentre chez nous. Bien sûr. Les mesures mises en place, est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Jamais suffisantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut Peut-être faire? que moi je l'ignore, mais il y a un autre qui la connaît. Vous êtes épidémiologique, professeur. Bien sûr, je suis Comment peut-on arrêter une épidémie? Comment peut-on gérer une épidémie? épidémie? On peut pas l'arrêter. Gérer une épidémie. On la diminue. On contrôle l'épidémie, on la diminue. C'est pas pour l'arrêter. L'arrêter, on ne sait pas. Je vais vous dire une chose.
J'ai parlé tout à l'heure du sida, ça fait maintenant 40 ans. Et je pense... On reste sur mais, le virus. Mais c'est des maladies infectieuses. C'est une maladie virale qui est due à une maladie virale. Comment a évolué? Non, je vous donne l'exemple pour comprendre pourquoi on n'a rien fait. 40 ans, on n'a rien fait contre le sida. C'est pas on n'a rien fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place le... Je me rappelle du directeur du programme américain, vous allez le trouver, allez-y, lisez, il vous dira Jonathan Mann, celui qui est décédé le programme. Il leur a dit d'ici à la fin du siècle, on ne trouvera pas de vaccin. Et il avait raison. C'est-à-dire que les mesures que nous prenons en médecine, et j'ajoute plus que ça, le traitement, n'importe quelle pathologie, c'est un traitement qui est utilisé ici, en France, en Amérique, en Allemagne, c'est le même, c'est standard la médecine. Les mesures qui ont été prises, qui ont été de rapatrier nos ressortissants, elles ont été calquées sur les mesures qui ont été déjà prises par d'autres pays. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce qu'on est en train de faire. Donc c'est bon ce qu'on fait. C'est bon, mais c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire plus? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'elle prenne les choses au sérieux. Qu'elle prenne la santé de la population au sérieux. On parle du virus, professeur. Non! Le problème de l'Algérie... On parle du coronavirus, docteur. On parle du coronavirus. Actuellement, il n'y a aucun cas en Algérie, mais c'est possible. Ce matin, j'ai entendu qu'il y a eu un cas. Non, c'est pas un cas, c'est juste une grippe. C'est juste une grippe. Oui, ils ont confirmé. Ils ont confirmé. Au cas où on aura des cas en Algérie, est-ce que les mesures mises en place, est-ce que l'Algérie a les moyens, vous parlez de limiter l'épidémie. Est-ce que l'Algérie a les moyens de gérer, de limiter l'épidémie? Bien sûr. Pour ne pas arriver à... Bien sûr, parce que ce n'est pas des mesures... mais j'allais pas... on ne va pas dire que c'est des trucs très... c'est des moyens très importants. Ce n'est pas des moyens très importants. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive... le malade arrive. Il vient d'un pays suspect, que ce soit la Chine en premier, ou d'autres pays qui sont limitrophes, ou d'autres pays chez qui le virus a été diagnostiqué, on les met en quarantaine. Oui. Je vous ai donné l'incubation tout à l'heure, comme si 7 jours, et on fait le double. Donc c'est ce qui est convenu de faire. C'est ce qui est convenu de faire. Bien sûr. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Puisque vous critiquez les mesures, professeur, vous dites que les mesures prises ne sont pas suffisantes. Et quand on vous demande d'avoir un peu plus d'explications, de précision, vous dites on va les mettre en quarantaine. La quarantaine, c'est prévu dans les mesures Adouma. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Qu'est-ce que vous jugez insuffisant pour faire mieux? Pour faire mieux, oui. Je juge qu'il faut un travail préventif à long terme. À long terme. Aujourd'hui, le coronavirus, ce n'est pas le drame. Mais imaginez que demain, on a une épidémie d'Ebola. Là, ça sera la panique. Parce que... Donc ce n'est pas la panique aujourd'hui chez nous, non? Non, on ne doit pas paniquer. D'accord. On s'inquiète. On s'inquiète, on reste prudent. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Le micro. السلام عليكم. عزيز طاهر من جريدة صوت الأحرار. بروفيسور، في اعتقادي الحديث على كورونا أنت ركزت على نقطة أساسية هي انتقاد السياسة الصحية في الجزائر. نعم. الله ينعم عليك. حب يقول عندنا على بالنا قاعدتك بها بلي عندنا سيستم سانيتير ديفايون. اوني انكاباب باش نداوي حتى مرض، ما قادرين نداوي والو. لو بروبليم يبدا من السيطويان، معليش نمسحوها فينا، ومن بعد يبدا في السلطة. لو سيستم قاعدتك. اي بار لا سويت عندنا لي ميدسان. لو كور ميديكال بكاع الفئات ديالو. دونك يا اون كومبليسيتي كالكو بار. كل واحد فينا بارتيسيب ا سا مانيير في لا ديفايونس هذه وباش نوصلوا ان سيستم ديفيسيتير. بون باش ما نتعبكش نقول لك برك افوترافي مادام حنا هضرنا بزاف من 62 لهنا، ما نديروا كاع
les mesures, on ne réglera pas le problème de corona. Parce que le problème de fond, c'est le système sanitaire, la politique de la santé. وشنو هما الإجراءات اللي تشوفوها ملائمة بروفيسور باش يكون un travail de fond pour régler هذا le problème تاع la politique de santé اللي راهي في الجزائر. Une fois pour toutes. Parce que عندنا des scanners en panne, عندنا des médecins اللي ما يحبوش يخدموا، اللي ما يحبوش يستقبلوا الناس، qui sous-estiment le patient، اللي لازم يهضر معاه لازم يجيه باسيون يهضر بالفرنسي باش يقدر يداويه، الحقرة de tout type. كيما عندنا مرض يجي يهضر بالميتا. On est mauvais quelque part. Merci. Mais c'est la faute de tout le monde. نتايا vous dépassez سامحني vous dépassez le problème تاع الكورونا. راك تقول c'est un problème de système. كيما نهضروا على système politique انا نهضروا على système de santé. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais في وقت مستعجل. Parce que إلا حنديروا des réformes pour 30 ans واحد اخرين il y a la moitié de la population qui va mourir. Merci bien. Merci. 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 On peut répondre? Oui, allez-y, professeur, allez-y. Personnellement, j'ai commencé la médecine préventive et épidémiologique en 79. C'est fait pratiquement 40 ans. Et à chaque fois qu'il y a une épidémie, c'est le même problème qui surgit, c'est-à-dire la politique de santé. Est-ce qu'elle est curative ou est-ce qu'elle est préventive? Quand vous dites 62, ce n'est pas 62. Parce que du temps jusqu'à 1980, et j'irai un peu plus loin, jusqu'à 85, il y avait une politique de santé claire, basée sur la prévention. Et la gratuité des soins, on est le témoin. En 73, الناس كانوا يجوا يدخل l'hôpital يدير l'intervention تاعو gratuitement, il prend ses médicaments gratuitement, tout le monde se soigne, aussi bien les riches que les pauvres. Mais à partir de 85, on a commencé à faire des disparités régionales. Des disparités régionales, et ça a été mauvais. C'était cette fameuse création des CHU. Et j'ai toujours été contre, je l'ai toujours dit à voix haute, parce que je ne comprends pas qu'un pays continent comme l'Algérie privilégie des wilayas du Nord par rapport aux 38 wilayas restantes. Et les CHU, durant plus d'un quart de siècle, ils n'existaient que dans des wilayas du Nord. Il y avait Oran Sidi Blabès et Tlemcen à l'ouest, Betna, Annaba, Constantine et Sétif à l'est, et les 6, presque la moitié, c'était au centre. 1 à Tizi, 1 à Blida et 4 à Alger-Centre. Mais le plus grave, je dis bien le plus grave, c'est qu'on n'a jamais essayé de nous améliorer. Les 4 CHU, le siège des 4 CHU actuels, il se trouve où? Il se trouve dans des structures héritées de la période coloniale. Mustapha, c'est presque la période turque. Il a été construit par l'armée française en 1854. Plus d'un siècle. Pardon. Bnimsouz. Pardon. Bnimsouz, c'était même pas un hôpital. C'était un sanatorium. C'était réservé aux tuberculeux pour qu'ils aillent se reposer. Et le résultat, on a fait un CHU, et ce CHU, c'est depuis plus de 3 décennies, c'est toujours... Mayo, c'était un hôpital militaire français. Et Parnay, c'est également un hôpital français. Pourquoi on n'a pas construit? C'est un grand point d'interrogation. Quand on dit qu'on fait une politique de santé, il faut qu'ils nous disent, est-ce qu'ils font de la prévention ou ils font du curatif? Mais malheureusement, je vous l'accorde, et vous avez parfaitement raison de dire que tout va mal, et tout va très mal, pas seulement mal. Ça, je le dis, et je le dis à voix haute avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question?
C'est que j'espère que ça va aboutir. C'est surtout le changement politique à la tête de l'État. Bien. Ramzi, le micro ne marche pas. Les 36 Algériens vont être transférés, je crois qu'ils arrivent ce matin. Ils vont être transférés à Al-Qatar. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée, le Qatar? Moi, si j'étais à leur place, je les mettrais dans un autre endroit qui serait moins perméable. Parce que le Qatar, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'autres maladies, mais c'est là où il y a les spécialistes en maladies infectieuses qui peuvent s'occuper des malades. Et puis il y a un isolement. Et la contagion, on estime qu'à une distance à peu près de 2 mètres, c'est bon. Donc le Qatar, c'est une bonne idée. Je ne dis pas c'est une bonne ou une mauvaise. Il faut voir les gens qui ont décidé. Votre avis de spécialiste, professeur. On veut Elle a un côté positif. votre avis de spécialiste. Elle a un côté, je pense que c'est mieux le Qatar dans la mesure où le Qatar, on a les habitudes pour ce qui est de l'isolement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'à El Qatar, on isole des malades. D'accord. Effectivement, on est dans un pays où on ne connaît pas tout. Je me souviens qu'en 2002, il y avait la peste bubonique à l'ouest du pays. Je ne sais pas, il y avait 12 cas de peste dans un petit hameau, il s'appelle Kelhaïlia. Ceux qui sont de l'ouest Beleksa, elle a été isolée sans que la plupart des Algériens le sachent. Bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de démocratisation de la médecine et de la maladie. Même le malade, il doit avoir le droit de connaître sa maladie, ce qu'on va lui faire et donner son consentement. En jargon médical, même la loi le prédit, et on dit que c'est le consentement éclairé du malade. Le malade, tu lui expliques, tu lui dis, voilà, tu as une maladie qui risque de se transmettre, et c'est pour cela qu'on t'isole. D'ailleurs, l'année dernière, le Wali de Blida, il a sauté à cause de ça, à cause de cette histoire d'absence de communication. Donc vous estimez qu'il y a un manque de communication, professeur? Non, j'ai dit qu'il faut communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer plus. Et bien communiquer. D'accord. Surtout. Pardon. Oui, je vais répondre. Les médecins là qui exercent au niveau de l'hôpital, est-ce qu'ils sont bien formés pour faire face justement à ce nouveau virus? Oui. Est-ce qu'ils le connaissent parfaitement? Est-ce qu'ils sont bien formés? Bien sûr. Bien sûr. Je fais la plupart des données que je vous ai données. Est-ce qu'on connaît, avant de répondre à la question, est-ce qu'on connaît l'origine de ce virus, docteur? Si on ne connaît pas l'origine du virus, comment voulez-vous qu'on le maîtrise et qu'on connaisse sa gestion? Est-ce qu'on connaît l'origine du virus? On ne connaît pas l'origine exacte, mais on a des présomptions. Oui, Tout à l'heure, quand je vous ai parlé que l'épidémie a commencé dans la ville, Wuhan, c'était près d'un marché. Et ce marché, il était spécialisé dans la vente pratiquement de toute la faune asiatique. Oui. Ils vendaient des viandes, des poissons, des insectes, du n'importe quoi. Et on pense que c'est probablement des chauves-souris, des serpents aussi, des serpents, des chauves-souris. C'est-à-dire, c'est des présomptions. Mais avec le temps, quand l'enquête épidémiologique se fera sérieusement, ils vont trouver d'où il provient. Mais cela n'empêche que sur le plan du processus de protection et de prévention, on a toujours le moyen d'agir. C'est les règles. Chaque virus a des particularités. Celui-là, on dit qu'il vit plusieurs heures dans le milieu ambiant. Comment se fait la transmission? Comment se fait la transmission, justement? Justement, parce que c'est surtout par voie aérienne. D'accord. C'est par voie aérienne. Mais il y a aussi les voies, la main portée. Vous dites qu'il résiste
dans le milieu ambiant et il se colle. C'est-à-dire que sur les objets, vous prenez, vous touchez, vous allez avoir le virus dans votre main. C'est pour cela que la prévention, les règles élémentaires d'hygiène, elles doivent être respectées. C'est-à-dire se laver plusieurs fois par jour, aussi bien pour les gens qui font la prière que pour ceux qui ne la font pas, ce n'est pas un problème, mais il faut se laver. Il faut se laver plusieurs fois par jour. À la moindre occasion de trouver l'eau devant vous, lavez-vous les mains, c'est toujours utile. Et il y avait un problème qu'a posé ce virus dès le départ et qui a fait polémique entre l'OMS et les autorités sanitaires chinoises. La Chine, dès le début, elle avait dit que le virus se transmettait avant l'apparition des symptômes. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça met en échec le système dont vous parlez tout à l'heure, de caméras thermiques et de surveillance, etc. Parce qu'il se peut que quelqu'un, il n'a pas de symptômes, il n'a ni toux, ni fièvre, et il est porteur du virus. Donc c'est... Mais maintenant, l'OMS a plus tendance à dire que c'est des porteurs sains. Il existe des porteurs sains. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été infectés par le coronavirus, mais ils ne vont pas faire d'infection. Mais ils transmettent le virus, par contre. Eux, ils ne font pas la maladie, mais ils peuvent la transmettre. Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Voilà. Mais je vous ai montré tout à l'heure la comparaison avec 10 autres virus. La dizaine de virus que je vous ai montré, c'est-à-dire on est dans les marges. On est dans les marges, ce n'est pas un virus exceptionnel. Et pourquoi une alerte mondiale alors? Si ce n'est pas un virus... Bien sûr, il est mortel. Oui. C'est un virus mortel. Donc il n'est pas comme les autres virus. Il est un peu plus dangereux, non? Il est un peu plus dangereux que certains. Il est moins dangereux que d'autres. L'Ebola, oui. Et pas uniquement Ebola. Ebola et d'autres. D'accord. Il est plus dangereux que d'autres. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que le traitement existe en Algérie? Il n'y a pas de traitement du tout dans le monde. Il n'y a pas de traitement, oui, allez-y. Oui, s'il vous plaît, au fait, donc c'est Esma Bersali du quotidien Al-Watan. Oui. Au fait, j'ai au fait 2 questions, si c'est possible. Donc, au fait, bon, ma première, c'est on s'est un peu perdu entre les virus, entre le système de santé, alors qu'au fait, nous savons tous que le système de santé est à revoir. Ça, c'est en fait une évidence. C'est un constat, oui. Alors aujourd'hui, nous sommes avec un nouvel épisode de coronavirus. On peut très bien avoir un autre épisode de choléra ou d'autres épisodes. Le problème aujourd'hui se pose justement dans le système de prévention. Alors, professeur, ma question c'est, en tant qu'épidémio, qu'est-ce que vous suggérez comme mesures à court et à moyen et à long terme, justement en matière de prévention? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous avez également proposé la création d'un institut national de veille sanitaire. Quelles sont justement ces missions? Comment vous voyez cet institut aujourd'hui? Merci. Merci. Merci, Merci. Pour votre question pertinente, parce que c'est ça... c'est la question qu'on vous pose depuis le début, professeur. Non, la meilleure des sciences, c'est la science utile. Si on se rencontre aujourd'hui, qu'on va parler, pourquoi moi je vous ai montré tout à l'heure de 2015, 2001, etc. Parce qu'on a l'impression, en Algérie, de parler dans le vide. On fait des actions, tout le monde parle du coronavirus aujourd'hui, mais l'épidémie passée, on oublie tout et on reprend à zéro, sans penser au système de santé. Le système de santé, c'est lui, le tendon d'Achille de la santé publique en Algérie. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui en matière de prévention, s'il vous plaît? Non, je vais vous parce que là, aujourd'hui, on parle de virus et on parle d'une épidémie internationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en matière de prévention, s'il vous plaît? Chez nous.
Parce que là, si vraiment on s'attelle sur le système de santé, on va vraiment se perdre dans beaucoup de problèmes. Absolument. Donc là, on parle de prévention, s'il vous plaît, et qu'est-ce qu'il y a réellement lieu de faire à court, moyen et long terme. Et ma deuxième question sur l'Institut, s'il vous plaît. Sur l'Institut national de veille sanitaire. Ce qu'il y a lieu de faire à court terme, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que font tous les pays du monde. En fonction de leurs moyens, bien sûr. C'est-à-dire le contrôle au niveau des aéroports et des ports est important. Avec nous, les caméras thermiques, nous les avons depuis 2002. Mais vous dites que les caméras thermiques ne distinguent pas la maladie, distinguent juste la fièvre, mais quelqu'un peut venir porteur de maladie et il n'a pas la fièvre. Bien sûr. Donc ces caméras ne servent pas à grand-chose finalement. Oui, mais ça va filtrer. Au lieu qu'il y ait 100 personnes qui viennent, on détecte une dizaine. C'est mieux que de ne rien détecter. Et comment détecter tous ceux qui sont porteurs? Comment pouvoir détecter tous ceux? On ne peut pas les détecter. On ne peut pas les On peut détecter. pas les détecter. Est-ce que vous allez faire, par exemple, en Algérie, est-ce qu'on peut faire des tests biologiques pour plus de 40 millions? Et encore, le test pour détecter le virus, il y en est spécifique au virus, on ne l'a pas. Pour ce qui est des traitements, on a essayé les traitements habituels contre les virus, les antiviraux qui existent, il y a plusieurs antiviraux, mais ils ont une action relative. Ils ne sont pas efficaces à 100%. Donc finalement, pour vous, à court terme, il n'y a pas vraiment lieu de faire quelque chose de plus finalement, parce qu'il n'y a rien qui marche. Bien sûr. Tout va bien, donc ce qui se fait est correct. Donc il n'y a pas lieu justement de critiquer. À court terme. Mais à long terme, vous parlez de l'installation de veille sanitaire. À long terme, je vais vous dire une chose. Pour être bref, et je sais que le ministère de la Santé, ça ne lui plaira pas. Il faut être plus sérieux avec la santé publique et à la santé de la population. Alors d'accord, ok. Alors en matière de prévention, s'il vous plaît, aujourd'hui, nous sommes avec un épisode de Corona. Alors pour les prochains virus qui risquent justement d'atterrir ici sur le territoire national, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire justement pour éviter qu'il y ait des dégâts finalement, à moyen et à long terme, s'il vous plaît? À moyen et à long terme. Pardon. Ah oui. Pardon. Allez-y, prenez votre temps, professeur. Vous savez, vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie. Imaginez quelqu'un qui ne parle que de ça depuis plus de 20 ans, qui a reçu plus de 100 huiles sur la tête à cause de cette histoire de veille et de... C'est toujours l'occasion, justement. Nous sommes avec une nouvelle République, c'est le moment. La même chose. Merci. Et c'est toujours la même chose. Il faut que... Tout à l'heure, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais quand j'ai dit qu'en une journée, il y avait plus de 20 articles. Vous pouvez rentrer dans Google, vous mettez mon nom, pour la journée du 28 janvier 2015. Oui, mais l'Algérie en 2020, ce n'est pas l'Algérie en 2015. Donc, lancez votre appel. On parle de la veille sanitaire et du comportement des journalistes. Les journalistes, ils ont été positifs. Tous ont écrit. Il y avait des titres, l'Institut national de veille sanitaire est indispensable, il est vital, il est ceci, il est ceci. C'est pour cela que le ministère a reçu des ordres. Je ne sais pas d'où exactement, mais ils l'ont... Oui, mais cet institut n'est toujours pas mis en place. Il s'est engagé. Professeur. Pardon. Il s'est engagé. Le secrétaire général, lui-même, il s'est engagé. Mais il n'est toujours pas mis en place. Toujours pas. D'accord. Et le secrétaire général, il est là. Professeur. D'accord. Professeur. Vous avez terminé, Louatan? Vous avez terminé? Parce que finalement, je n'ai pas eu de réponse. Oui, je comprends. Je n'ai pas eu de réponse finalement. Et même proposition de l'Institut, je n'ai pas eu. Professeur, excusez-moi. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, vous êtes venu pour mettre en cause les mesures et la politique préventive de l'Algérie, et notamment les mesures mises en place pour ce coronavirus.
C'est ce qu'on a compris lors de votre intervention. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment, donnez-nous l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire plus qu'on fait les autorités pour corriger la situation? Mais je vous ai dit que ce n'est pas le fait de singer tous les pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette épidémie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas singer les pays. Il faut oui, il faut changer de politique de santé. Il faut clairement nous dire qu'en Algérie, on fait une politique curative. On ne fait pas de prévention. Ça. Ou bien vous nous dites qu'on fait de la prévention, et ça serait peut-être mieux. Mais pour dire qu'on va rester à chaque fois, on attend. La dernière fois, quand il y a eu l'épidémie de rougeole, il y a eu plusieurs décès dans le sud, et les gens, ils vous disent non, c'est des gens qui sont vaccinés. D'autres responsables, ils viennent à la télévision, ils vous disent non. Et il n'y a pas de problème au sud, c'est les médias qui sont en train d'amplifier les problèmes, etc. Et j'en passe. L'année dernière, et je vous donne même le jour, le 14 mars 2018, à la chaîne Canal Algérie, il y avait une émission sur la santé. C'est une émission hebdomadaire. Il parle de la santé d'une manière générale et même d'autres problèmes. Ils avaient invité le directeur général de la prévention. Il vient, ce n'est pas celui que je vous ai montré, c'est l'actuel. La présentatrice de l'émission, elle lui a posé la question: qu'est-ce que vous pensez de la veille sanitaire? Directement, il lui répond. Et c'était une émission en direct. Il lui dit: on sait qui est-ce qui plaide pour la veille sanitaire. Mais nous, on a l'Institut national de santé publique. L'Institut national de santé publique, il existe depuis l'indépendance. Et vous voyez quelle situation nous avons. Et d'ailleurs, je rends hommage à cette dame, parce qu'elle lui a dit, est-ce que vous, en Algérie, on n'a pas besoin d'un institut de veille? Il lui a carrément répondu: on n'a pas besoin d'un institut national de veille sanitaire. Elle lui a dit: écoutez, monsieur, ça, c'est votre opinion. Et en direct, d'ailleurs, vous pouvez le trouver le 14 mars sur Canal Algérie 2018, vous allez le trouver. Elle lui a dit: c'est votre opinion. Et c'est vrai. Tout à l'heure, pourquoi je vous ai parlé de démocratisation de la santé? Est-ce que c'est l'avis de tout le monde qu'on n'a pas besoin d'un institut de veille sanitaire? Et il n'y a pas que le coronavirus. Peut-être vous êtes centré sur le coronavirus. C'est pour ça que vous êtes là, professeur. Oui, vous êtes centré sur le coronavirus, mais moi, dans ma vie, j'ai vu un virus. Je peux vous dire, en 94, j'étais à Tinerkouk, c'est la wilaya d'Adrar. Ce jour-là, j'avais vraiment peur. J'étais avec un ami, le docteur Bouakez. On est parti à Timimoun en urgence et on trouve à l'hôpital de Timimoun 22 femmes avec une fièvre de 41-42. Ils avaient des saignements et il y a eu 8 décès. 8 sur les 22. Eh bien, c'était la plus grande peur de ma vie, parce que j'ai pensé à Ebola. Parce que Ebola, c'est des saignements, c'est du sang, etc. Et puis, en 3-4 jours, le malade part. C'était un West Nile. Et quand je parlais avec le journaliste de Numidia, quand il m'a dit, nous, on n'a pas de truc. On n'a pas de West Nile chez nous. Mais je lui ai dit, ça viendra. Il y a une mondialisation. Il y a une mondialisation des germes, parce que le développement des moyens de communication, l'aviation, les moyens de transport de toute nature ont fait que le monde, il est devenu un petit village. Ce n'est plus, c'est tout le monde qui se connaît, c'est tout le monde qui peut se transmettre ces virus. Et c'est pour cela qu'il faut prendre des précautions à long terme. Bien. Oui, oui, allez-y, madame.
صباح الخير، السلام عليكم. راديا شاهد من نهار جديد. بروفيسور، بعد دقائق فقط حتى تلحق الطائرة، أخبار يعني شبه مؤكدة تقول أنه سيتم تحويل المرضى إلى فندق المرسى بسيدي فرج وليس مستشفى القطار. هل يعني تعتبروا أنه هذا القرار صائب؟ وفي حال لا قدر الله تسجيل أي إصابة وسط الطلبة، للعلم أنه عندي واحد من العائله في الطلبه وكاين زوج نساء اونسانت، وحده حامل، وحده في شهر ثامن وحده في شهر ثالث. هل يعني السلطات الجزائريه والسيستم النظام الصحي الجزائري يعني مستعد في حال تسجيل اي اصابه وسط هاد الطلبه؟ وسؤال واحد اخر، هل انتم بروفيسور تنصحوا الجزائريين بارتداء الاقنعه الثلاثيه؟ هل هذا يعني سيقلص من نسبه الاصابه من العدوى في وسط الجزائريين ولو بنسبه قليله؟ Shukran. Et là, ça rejoint ce que je disais. Vous ajoutez de l'eau à mon moulin parce que le centre d'isolement. Pourquoi on parle de centre d'isolement actuellement? Si on avait depuis 20 ans un institut de veille sanitaire qui avait pris des mesures il y a 20 ans, il a préparé toutes ces mesures. Nous, on sait sur le plan théorique de quoi on aura besoin en cas d'épidémie. Ce n'est pas aujourd'hui. On ne sait même pas si on doit isoler le malade à El-Qatar ou là à Sidi Fraj ou là à Tombouctou. C'est pas normal, absolument. C'est pas normal du tout. Normal du tout, Oui. Oui. Ce n'est pas une information confirmée, excusez-moi. On n'a pas à répondre parce que ce n'est pas une information confirmée. Pour l'instant, l'information, c'est qu'ils vont être transférés à Al-Qatar. Moi, à la télévision, j'ai entendu Al-Qatar. Voilà. Allez, maintenant, je viens d'entendre. Mais au cas où, professeur, est-ce que c'est correct? Au cas où ils seront transférés. Vous savez, là, l'épidémie, elle passera. Et les gens, j'espère qu'ils vont tirer des leçons. Alors qu'on n'a jamais tiré de leçons en Algérie. Je peux vous parler de tous les hôpitaux qui ont été utilisés. Le premier centre d'isolement que j'ai connu, j'étais responsable de la prévention à Parler en 1979 pour l'épidémie de choléra, on avait pris le service de cardiologie et de médecine interne, où il y en avait hospitalisé les cholériques à l'intérieur de cet hôpital, au détriment des cardiopathes et des autres pathologies. Oui. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Il n'y a aucune politique de prévention. De jour au jour, on fait de la politique de santé du jour au jour. Aujourd'hui, on parle du choléra. Demain, ça sera peut-être le SRAS ou d'autres bactéries. C'est pour cela. Et quand on leur dit de faire quelque chose, on est diabolisé. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a plus de questions? Donc, je vais essayer de résumer, même si on n'a pas eu beaucoup de réponses. Mais quelle réponse? Pardon. Allez-y. Non, allez, pardon, permettez. Écoutez, vous avez une question? Madame Larbi me dit qu'elle n'a pas eu de réponse. Non, on n'a pas eu beaucoup de réponses, justement. Est-ce que vous êtes satisfait? Non. Ben oui. Aucunement. Je vais vous envoyer sur Google et vous allez à l'Institut Pasteur de Paris, qui est l'un des plus grandes références. La communication que je vous ai faite tout à l'heure, elle est tirée de l'Institut Pasteur de Paris, parce que c'est un centre de référence international. Et c'est tout ce qu'ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas la source du germe. Ils ne connaissent pas de test de diagnostic. Ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux alors si personne ne connaît qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, nous? Oui. Nous, il faudrait qu'on s'organise. Pour plus tard. Voilà. Pour plus tard, nous voulons organiser le pays des institutions. Des institutions. Un État d'institutions. Et l'INVS doit S'il vous plaît, mes amis. S'il vous plaît. Il continue à communiquer. Allez-y, professeur. Écoutez, vous en avez marre du coronavirus, mais nous aussi,
Pourquoi on l'a appelé le nouveau coronavirus? Il est nouveau, ils ne le savent pas. C'est avec le temps qu'on va connaître le virus, plus que ça. Mais on vous a donné les connaissances actuelles, qu'il y a plus de 300 décès, qu'il y a plus de 10 000 cas, etc., plus de 20 pays touchés. Mais c'est tout ce qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde. Non, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est est-ce que l'Algérie est prête à gérer des cas au cas où il se présente. C'est ce qu'on aurait voulu savoir. Est-ce que l'Algérie est prête, a les moyens de gérer des cas? L'Algérie a énormément de moyens. Et donc l'Algérie, c'est un continent. Et donc c'est pas un pays. Bon, ok. Merci. Merci à vous, Saha. Merci. Vous savez, madame. Oui.